Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Au programme cette semaine, nous reviendrons sur l'USPGA et la victoire de Brooks Koepka à Bethpage avec comme invité Guillaume Bieugeot qui était présent sur place, et nous aurons également Thomas Levet qui a commenté le tournoi sur Canal+ et a trouvé le moyen de se qualifier pour l'US Open Senior dans la foulée. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon, Benjamin Cadieux et Grégoire Schopp. Bonjour messieurs. Salut Arnaud. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Et bonjour Thomas Levet. Bonjour. Alors Thomas, félicitations pour la qualif pour l'US Open Senior. On y reviendra dans quelques instants, mais d'abord place à l'USPGA et à Brooks Koepka. Alors pour vous, c'était un grand cru ce tournoi, ou alors ça s'est juste réveillé sur les 9 derniers trous? Ça a été très surprenant pendant 3 jours, et puis le dernier jour ça a été excitant, oui, c'est sûr, parce que Koepka a joué moyennement, et puis derrière Dustin Johnson a fait le spectacle pour revenir qu'à un point. À un moment, on a vraiment cru qu'il allait passer devant, et puis Koepka n'a pas fait l'erreur sur la fin, tandis que Johnson en fait. Donc c'était passionnant le final, parce que ça montre bien qu'en golf c'est jamais fini, même si on a 7 points d'avance, c'est tout à fait faisable de revenir. Benjamin. Thomas, vous avez été surpris par de voir Brooks Koepka mener le tournoi après 3 tours, ce que vous venez de dire, non, c'est ça? Non, parce que quand on voit que quand il joue moyennement, comme il l'a fait au Masters, il finit deuxième, c'est très impressionnant. Son niveau moyen de jeu est très impressionnant, et ça se voit sur les résultats. C'est absolument fabuleux la façon dont il joue. Grégoire. Oui, Thomas, est-ce que vous pensez que le niveau moyen de Brooks Koepka, il est au-dessus de celui de Dustin Johnson? Oh oui, de très loin. De très très loin. Sur quel domaine? Il fait moins d'erreurs. Il fait moins d'erreurs tactiques, en fait. Et il fait toute la différence. Ça fait toute la différence, parce que quand il est dans des parcours comme l'US Open ou le Masters et tout ça, c'est évident qu'il réfléchit beaucoup mieux que la plupart des joueurs, et c'est pour ça qu'il s'impose à la fin. Vous pensez Thomas, que c'est grâce à son expérience en Europe, sur le Challenge Tour et sur le Tour européen, qu'il a développé un peu cette aptitude? Non, c'est pas grâce que à ça. Il est comme ça depuis longtemps. Il est connu pour être très calme depuis l'âge de très longtemps. Il y a des joueurs il habite pas très loin de chez moi, donc il y a beaucoup de gens qui ont joué avec lui dans les petits tournois locaux, et ils m'ont toujours dit, depuis qu'il est tout jeune, il est très calme sur un parcours de golf, et je crois qu'il a réalisé que un peu d'un mètre, que ça soit au Masters ou à l'US Open, c'est qu'un peu d'un mètre. Et ça fait c'est là où il est très très fort. Il se met très peu de pression. Benjamin. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a frappé, Thomas et tout le monde, de Brooks Koepka avant le début de ce majeur, c'est cette maîtrise, cette non-peur du majeur qu'il a. Brooks, il l'a dit. Moi, de toute façon, je gagne plus de majeurs que de tournoi de PGA Tour, parce que c'est facile, puisque sur les 156 joueurs, il y en a déjà au moins 80 qui ont peur, qui en gros fond dans leur froc, et puis le reste du champ, j'ai largement le niveau pour les battre. C'est rare, Thomas, quelqu'un qui nous donne un petit peu sa recette parfaite pour jouer un majeur comme ça. Oui, parce qu'il se rend compte qu'il a beaucoup d'armes pour s'imposer dans les majeurs, et que ces parcours-là sont extrêmement difficiles et éliminent, c'est vrai, la plupart des joueurs du champ. Il y en a beaucoup qui sont complètement désarçonnés par ces préparations de parcours, ces vitesses de green et la hauteur directe. C'est évident. On peut le comparer à qui, Thomas, Brooks Koepka, sur toujours cette non-peur du tournoi majeur, de ce gars qui se sublime particulièrement en majeur? À Nicklaus, à Woods. À Nicklaus, Woods, et puis dans d'autres sports, à des joueurs de tennis comme Federer ou Björn Borg, qui dominent leur sujet. Plus le tournoi est difficile, et plus ils dominent le sujet. Martin. Oui, Thomas, c'est marrant parce que tu parles d'un joueur comme Björn Borg en tennis, qui était pas réputé pour être le gars le plus spectaculaire de la Terre et le gars le plus attractif à regarder, on va dire. C'est un peu la réputation, et c'est un peu ce que traîne comme un boulet Brooks Koepka, une espèce de réputation de machine. Oui, mais tu le vois comme ça aussi? Une machine, oui. Exactement comme Borg à l'époque. Quand il est arrivé sur le circuit, c'est un jeune super. Puis vraiment, on s'est rendu compte qu'il mettait une raclée à tout le monde. Les gens l'aimaient pas beaucoup, moins que McEnroe, par exemple, ou Jimmy Connors, ou Ilya Hassad à l'époque.
c'était plus le spectacle. Lui, c'est son boulot. Et son boulot, c'était d'exploser le gars en face de lui. Et le truc, c'est que il y a pas beaucoup de monde. Bien sûr, il y a pas beaucoup de monde au début qui aimait ça, mais à la fin de la carrière, on s'est rendu compte que c'était une idole. Donc, je crois que ça va venir avec Kopka. C'est laisser faire son temps. On va se rendre compte qu'il a mis la barre beaucoup plus haut que d'autres joueurs. Beaucoup plus haut. Thomas, vous pensez qu'il va continuer à avoir ce palmarès avec plus de victoires en Grand Chelem que de tournois du PGA Tour ? Non, ça va venir. C'est le truc, c'est juste une question de motivation supplémentaire dans les majeurs qu'il a lui et qu'il fait vivre. Mais je pense que sur le PGA Tour, il s'en sert beaucoup plus. Une fois qu'on a goûté à la victoire en majeur, et vous le dites, une fois qu'on a goûté à la victoire en majeur, les autres victoires importent peu, en fait. Les gars ne s'entraînent que pour se préparer au majeur. Et les autres tournois, malheureusement pour eux, sont des tournois pratiquement d'entraînement pour ces joueurs-là. Donc, ce qu'il fait dans les autres tournois, il faut même pas regarder. Ces gars-là, c'est rendez-vous les majeurs et peut-être les championnats du monde. Mais le reste du temps, c'est juste pour continuer la saison et se préparer pour les majeurs. Grégoire ? Oui, Thomas, vous parliez de Björn Borg, en fait, qui n'avait pas une super réputation quand il commençait à mettre des raclés à tout le monde. Ce que Kopka est en train de faire, sauf que quand Tiger a débarqué et a commencé à exploser tous les tournois, tout le monde a commencé à le supporter directement, en fait. Et moi, je voulais savoir pourquoi ce serait différent. C'est différent parce que Tiger faisait plus de fautes techniques que Kopka. Il faisait des drives à droite, à gauche. Ce qui était spectaculaire chez lui, c'était les recoveries. Il revenait de partout et puis il était le meilleur du monde à plein de choses. Kopka, ce qui est impressionnant, c'est la domination du départ. C'est-à-dire qu'après le premier coup, il est en position de birdie, quoi, sur pratiquement tous les coups. Vous pensez que les gens vont s'ennuyer ? Non, ils vont pas s'ennuyer. Ils vont se rendre compte que c'est extrêmement difficile. Quand même un petit peu, hein. Même si c'est fantastique et c'est grand respect à Brooks Koepka, est-ce qu'on va vraiment se lever la nuit pour regarder Brooks Koepka gagner les majeurs ? Pour ma part, non. Je sais pas pour vous, mais... Oui, mais il faut se rendre compte que la difficulté de taper des fairways de 20 mètres de large à 300 et quelques mètres du départ... Ah, mais c'est prodigieux. C'est prodigieux. C'est prodigieux. Quand on se rend compte que c'est prodigieux, c'est comme ça. Quand on se prépare pour un tournoi et on se prépare mentalement sur un tournoi, on espère jouer comme ça. Lui, il atteint. C'est ça qui est fabuleux. C'est ça qu'il faut respecter. Après, les gens qui disent on s'ennuie devant lui, bah oui, mais le mec il fait des scores que personne ne peut atteindre. Moi, ça m'ennuie pas de voir un mec qui fait 63. Un autre qui fait 78, ça m'ennuie un peu plus. Benjamin ? Ouais, alors on a bon, évidemment, on parle beaucoup des drives de Koepka. Je crois qu'il a fait 340 yards de moyenne le dimanche. On le voyait notamment couper le fairway du 1 par-dessus la forêt, se laisser quasiment un chip pour ce trou qui faisait plus de 390, voire même largement plus de 400 mètres. Mais non, pas plus de 400 mètres, il était plutôt... Ouais, en coupant, c'est sûr, ça réduisait bien. Mais bon, bref, il y a le chipping le putting de Brooks Koepka, moi, qui m'a encore sidéré. Je trouve qu'il a une qualité de roule de balle vraiment pas mal. Et bizarrement, ces 3 derniers tournois, c'est deuxième au Masters, quatrième à Dallas et premier à l'USPGA. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 3 places ? Il a tout simplement repris son coach de putting il y a 9 mois, qui s'appelle Jeff Pierce et qui est assez connu des spécialistes aux USA. Donc vraiment, et ça l'a remis avec un putting beaucoup plus naturel. Il a dit après, Brooks, qui passait trop de temps à se prendre la tête sur le stroke, sa technique. Et grâce à ce Jeff Pierce, ça allait beaucoup mieux, c'était plus naturel. Et ça t'a choqué, toi, Thomas, cette qualité de roule de balle, ce putting efficace de Koepka ? Non, il a toujours bien. Il a toujours plutôt pas mal puté. Il est très calme sur les greens, donc c'est assez naturel. Je pense que c'est un gars qui ne doit pas trop se prendre la tête. De toute façon, il a un mouvement très simple de putting, donc il y a pas de problème il pourra changer le coach à droite à gauche. Il y en a un qui a dit un jour, si on mettait tous les coachs dans un avion qui se crache, à la fin, le résultat, ça serait le même. Et c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que le coach, il est là pour rassurer le joueur, mais à ce niveau-là, c'est plus rassurer qu'apprendre quelque chose. Donc c'est tellement fort techniquement qu'il n'y a pas trop de problèmes à avoir et je pense que ça va durer pendant longtemps encore. Pour terminer, Thomas, sur Koepka en tout cas, vous le voyez dominer comme Woods, vous le voyez dominer comment et vous le voyez aller à ces fameux 2 chiffres en majeur, vous le voyez aller où, Koepka ? Koepka, tant qu'il n'est pas blessé, il peut aller très très loin. Après, la limite, s'il continue à jouer comme ça,
et qu'il n'y a pas de blessure, il peut aller très très loin et peut-être même dépasser Wood. C'est tout à fait possible. Après, dans le golf et les années, la motivation fait que de temps en temps, le joueur n'y arrive plus. Alors ça peut lui arriver aussi. Et puis il y a aussi des demandes de la presse à droite à gauche et des sponsors qui peuvent l'ennuyer aussi. Donc faut voir comment ça se passe. Mais je pense que c'est tout à fait faisable d'aller. À mon avis, dans les 10 victoires, c'est tout à fait faisable. Après, ça devient une exception mais en tout cas, il va pas s'arrêter à 4. C'est évident. Si on joue comme ça, le truc, c'est qu'il impressionne absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça fait un peu comme Eddy Merckx à l'époque quand on est en vélo. C'est-à-dire que le gars, il part et puis il y a personne qui suit. Donc c'est un peu fait ça. peur, Et quoi. pour l'instant, il profite de cette vague. Il fait énormément peur. Pour terminer sur cette USPGA, on avait un seul Français engagé, mais il s'en est très très bien sorti. 16e pour Michael Lorenzo Vera. Vous l'avez suivi, vous l'avez vu un peu, Thomas, vous pensez quoi? Je l'ai suivi très très peu parce qu'il était placé aux mauvaises heures pour nous, mais je l'ai suivi un petit peu. J'ai surtout suivi par ordinateur interposé ou par la télévision. Et puis je l'ai vu de temps en temps dans ses interventions avec la presse. Et il m'a semblé très bien dans son jeu, Mike. Il m'a semblé vraiment en accord avec lui-même et puis motivé par ce genre de tournoi-là. Et ce que j'espère, c'est que ça va le motiver tout le temps et pour revenir à ce niveau-là, parce qu'il a montré avec ce tournoi-là qu'il avait le niveau pour se battre avec les meilleurs joueurs du monde. Donc il progresse, il est très lucide sur ce qu'il doit faire et pour progresser. Et derrière, une fois qu'on a cette lucidité-là et puis qu'on travaille dans le bon sens, généralement les résultats tombent et ça commence là maintenant. Thomas, il y a un autre joueur français qui brille. Bon, c'est un autre niveau, mais en tout cas, c'est chez les seniors. C'est vous êtes qualifié hier pour le senior, pour l'US Senior Open en fin juin, et vous jouez cette semaine un autre tournoi majeur, le Senior PGA Championship. On avait un peu oublié que vous étiez aussi un très bon joueur, et même chez les seniors. Et alors, vous en êtes où alors de cette carrière chez les seniors? Donc, tout va bien? Là, je commence. Pour l'instant, tout va bien. Moi, mes premiers tournois de rookie, c'est des majeurs, donc c'est assez sympa. Mais en fait, j'ai profité d'être à New York la semaine dernière pour m'inscrire aux qualifications du US Open à New York. Et puis, on est arrivé dans le temps spécial Thomas Lovell, c'est-à-dire un parcours super étroit avec plein de vent partout. Et j'ai fait ce que je sais faire le mieux, m'accrocher comme un taré. Et puis j'ai fini deuxième des qualifs, donc il y avait 4 qualifiés, c'est pas beaucoup. Donc on n'a pas beaucoup de droit à l'erreur, mais il y avait tellement de vent que mon -1 a suffi. C'est assez sympa de commencer la carrière comme ça. Donc vous êtes en pleine forme, Thomas. Niveau santé, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. C'est pas la pleine forme, mais bon, c'est-à-dire que j'apprends à vivre avec ce que j'ai, et puis voilà, quand j'ai des petits problèmes d'arthrose sur les mains et les poignets. Donc je me débrouille comme ça, mais c'est pas handicapant pour jouer au golf. C'est difficile pour enchaîner les journées. Donc sur un tournoi comme cette semaine en 4 jours, je vais voir comment ça donne. Au pire, vous demanderez une exemption pour jouer en voiturette, le senior PGA. Je crois qu'avec John Daly, ça passe. Non, ça va. Ça se passe. Je me marque un ouflé. Mais je sais qu'à l'entraînement depuis quelques mois, je joue vraiment bien. Et puis j'ai la chance d'être un petit peu dans la vague de Bruce Koepka, parce que je m'entraîne pratiquement sur les mêmes parcours que lui. Donc, et je fais de bons scores. Donc, c'est assez sympa. Et donc, je fais le mieux possible. Et puis, on verra ce que ça donne. Hein. Il y a aussi de la concurrence. Ok, merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Puis alors, bonne chance pour cette semaine. Journée. Et puis, à très bientôt pour continuer à parler de votre carrière chez les seniors. Okay. Merci, au revoir. Au revoir Thomas. Allez, on enchaîne tout de suite avec un autre pro qui était à Bethpage aussi. C'était Guillaume Biojo qui était avec Jean-Philippe Rodenburger, un des envoyés spéciaux du Journal du Golf sur place. Bonjour Guillaume. Bonjour messieurs. Alors vous étiez, on vient de le dire, à New York avec Jean-Philippe Rodenburger. Même question pour commencer qu'à Thomas Levet. C'était un grand cru ou alors ça s'est juste animé sur les 9 derniers trous le dimanche?
Oui, grand cru pour pas mal de raisons. Déjà parcours hallucinant, fantastique, très difficile. Ce qui est toujours sympa une ou deux fois dans l'année de voir moins de birdies, mais de voir, je dirais, les professionnels comme malheureusement la plupart des amateurs qui vous écoutent et même les pauvres petits joueurs comme moi, de voir des joueurs professionnels être en galère un peu sur le parcours, c'est aussi un peu agréable. De voir qu'ils ont du mal à sortir du rough, c'est toujours ça change un peu. Donc pour ça, c'était un grand cru, puis grand cru parce que Kopka, le mot impressionnant est fait par rapport à ce qu'il a fait pendant 3 tours. Étant sur place, c'était tout à fait incroyable de voir ce score après 3 tours sur un parcours aussi difficile et avec des conditions d'un mois d'octobre. Enfin bon, c'était tout à fait impressionnant et incroyable. Martin, une question pour vous, Guillaume. Bien sûr, j'ai toujours des questions pour Monsieur Bibi. Tu as été au plus proche de ces joueurs-là et de ce joueur-là, de Kopka en particulier. Qu'est-ce qui techniquement te frappe et qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce qui rend ce bonhomme à ce point-là dominateur sur ce genre de tracé-là? Martin, je suis désolé. Techniquement, malgré tout le respect que j'ai pour ce joueur-là, techniquement, rien de plus que les autres. S'il y a deux facteurs pour moi qui sont vraiment différents des autres joueurs du champ, c'est bien évidemment cet aspect physique complètement démesuré par rapport aux autres, parce que autant on est depuis des années sur un développement athlétique au niveau du golf qui évolue d'année en année, autant là on est sur du bodybuilding. Moi j'ai été dans la salle de gym voir comment un petit peu ils fonctionnaient. Ils font, enfin Kopka et d'ailleurs les autres aussi font de l'haltérophilie dans les salles de gym aujourd'hui. Ils soulèvent des poids, ils font, enfin voilà. Ça sert à quelque chose pour le golf du bodybuilding? Bah, on se rend compte que oui, les joueurs, à force de faire du bodybuilding, on va dire de l'haltérophilie, gagnent énormément en force, donc ont un contrôle du club beaucoup plus important, n'ont plus besoin de jouer avec les mains pour générer de la vitesse, mais beaucoup plus avec les gros muscles là pour générer de la vitesse et gagnent du contrôle sur la phase de club. J'espère que je vais pas trop loin et que c'est pas incompréhensible ce que je dis. Parfait. Mais voilà, oui. Aujourd'hui, je vous dis, les joueurs font deux choses à la salle de gym, c'est l'haltérophilie, et pour ceux qui manquent un peu de mobilité, de rotation, ils font beaucoup d'exercices autour de la rotation. Et c'est le cas de tout le monde, hein. Même s'il a pas très bien joué cette semaine, mais ses séances de gym sont impressionnantes. C'est Rafael Cabrera Bello. Enfin, tout le monde travaille à la fois ce côté force, ce côté haltérophile et cette question de mobilité. Donc, pour en revenir à Kopka et la question de Martin, c'est ce qui m'impressionne, c'est ce côté physique démesuré et la deuxième chose, c'est ce côté psychologique qui a été un petit peu, je dirais, entravé sur les 9 derniers dimanches. Mais psychologiquement, ça se voit à sa démarche, ça se voit à sa manière d'être, ça se voit à sa manière de parler. On sent quelqu'un qui a une confiance en lui qui est comme son physique démesuré, qui vient d'ailleurs peut-être de ce physique qu'il a développé, hein, mais qui est hallucinante. Pour la petite histoire, au practice, quand Tiger tape des balles, personne vient se mettre autour de Tiger. Le vendredi, avant le départ du deuxième tour, il y avait très peu de place autour de Tiger. Lui, Kopka, est venu se coller à Tiger parce qu'il savait qu'il y avait la foule et il voulait bien montrer à Tiger qu'il lui faisait pas du tout peur. Donc il y a ce côté psychologique chez lui qui est omniprésent et qui est assez impressionnant. Benjamin. Pardon Guillaume, j'insiste un peu sur ce côté bodybuilding qui me frappe un peu. On a toujours dit qu'il fallait pas faire n'importe quoi dans les salles de muscu, que la prise de masse n'était pas forcément bon. J'insiste un peu là-dessus. Par exemple, vous qui dirigez une académie de haut niveau, Altus, là, vous pourriez changer votre programme de conditions physiques, essayer à vos jeunes joueurs leur faire prendre de la masse, devenir des Kopka. Est-ce que ce Kopka, qui fait suite à Tiger, est-ce que ce Kopka il peut créer un précédent dans la prépa physique des jeunes joueurs du monde entier, quoi? Clairement. Je pense que la première phase, pour moi, il y a eu 3 phases dans l'athlétisation du mouvement. La première a quand même été donnée par Faldo dans les années Faldo, quand il s'entraînait avec Leadbetter, qui a été le premier à intégrer quand même la salle de gym. Ça a été la phase 2, bien évidemment, Tiger, qui lui a commencé à être de plus en plus athlétique et à avoir, par rapport à son physique à lui, une prise de masse importante. Et vous avez complètement raison, Benjamin. On a toujours eu peur de cette prise de masse chez les golfeurs en disant, ouais, si on a trop de, on va dire volume musculaire, ça peut être dangereux, on peut retirer de la mobilité, ce sera pas forcément quelque chose de profitable pour le swing et pour les golfeurs.
Et je pense que là, on est en train de revenir aussi beaucoup là-dessus. Beaucoup de discussions aussi avec les préparateurs physiques la semaine dernière qui eux, sont tous sans exception sur une surathlétisation, je dirais, des joueurs. Mais par contre, par rapport à d'autres sports, en intégrant énormément d'exercices de mobilisation, c'est-à-dire gagner en force, gagner en masse énormément, mais tout en gardant de la mobilité avec des exercices spécifiques golf pour ça. Oui, Guillaume, il y a Martin qui a une question pour vous, mais je vais commencer parce que moi, c'est mon cheval de bataille. Moi, ce qui me fait peur, non, mais ce qui me fait peur là-dessus, à chaque fois, j'ai eu pas mal de polémiques, notamment à propos de Rory McIlroy. J'ai toujours peur. Je me dis toujours que est-ce qu'on peut pas perdre de la finesse, notamment au putting, avec trop de muscles, trop de force. Est-ce qu'on peut pas perdre en finesse ce qu'on gagne en force? Je pense vraiment pas. Je pense que Koepka est en train de le démontrer et que tous les joueurs de la planète sont en train de le démontrer parce que tout le monde évolue un petit peu. Je vous dis, un Cabrera Bello, même s'il a une saison un peu moins bonne, il joue quand même de mieux en mieux tous les ans. J'insiste là-dessus parce que ses séances de gym sont incroyables. Ne parlons pas d'Alex Noren, ne parlons pas de. Vous voyez le nombre de joueurs qui sont de plus en plus costauds et qui évoluent comme ça. Ils étaient peu avant, ils deviennent extrêmement nombreux. Donc non, pour moi, c'est pas deux choses qui sont incompatibles. C'est-à-dire quand vous me parlez de finesse, je pense que vous parlez d'habileté, de sensation, Exactement. Pas perdre ce fameux ce qu'on appelle feeling nous en France. Non, je pense que c'est deux choses qui sont complètement indépendantes et qu'on perdra pas ces sensations si on devient plus costaud. Martin. Ouais, Guillaume, c'était pour rebondir entre guillemets sur le fait que toi aussi tu avais jeté un œil sur les prépas physiques de tous ces joueurs-là et de Koepka en particulier. Moi, j'ai vraiment un souvenir l'an dernier à l'US Open de l'avoir vu pendant le tournage d'un sujet justement à la salle de sport avec Mathieu Pavon, d'avoir vu Koepka s'enchaîner une vraie séance. Et alors pour encore une fois nuancer sur le côté athlétisation, haltérophilie, etc. Évidemment, ils mettent pas des charges, ils soulèvent pas 300 kilos en tournant. On est d'accord là-dessus. C'est beaucoup dans la répétition, beaucoup dans l'explosivité, évidemment avec des charges relativement lourdes pour ce genre de gabarit-là, mais on n'est pas dans l'haltérophilie pure, quoi. Dans les séances pendant tournoi, ils sont sur des mouvements d'haltérophilie, qui est du soulevé de terre, qui est toutes ces choses que font les gens qui veulent prendre de la masse et sur l'ensemble du corps. Maintenant, je pense qu'en tournoi, ils sont sur des charges plus réduites, mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand ils ont un peu plus de temps devant eux et qu'ils ont, entre guillemets, l'autorisation d'être courbaturés le lendemain et de se sentir moins bien pour faire un swing, ils envoient du très très lourd, ça c'est sûr et certain. Mais comme vous le dites très justement, en tournoi, ils continuent à faire ces mouvements qui sont des mouvements quasiment journaliers, même matin et soir pour Koepka, avec des charges probablement un peu plus réduite parce que je les ai pas vus dans la vraie vie et en l'occurrence avec leur coach qui s'appelle Joe Eddy à Jupiter en Floride, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'intersaison ils envoient du très 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 lourd. Grégoire. Oui, Guillaume, moi je voulais vous demander là on sait que Brooks Koepka a repris sa place de numéro 1 mondial devant Dustin Johnson. Est-ce que vous pensez qu'il est parti pour la garder très longtemps et que là la machine est lancée, ou il va y avoir bataille un peu avec les Dustin Johnson, Rory McIlroy, qui va probablement regagner un majeur, j'en suis persuadé bientôt, mais voilà, je voulais votre avis là-dessus. Je pense que Koepka, il est quand même, il est parti pour durer un peu. Je me répète, et de toute façon c'est sur les lèvres de tout le monde en ce moment, parce qu'il a un physique qui est encore plus important que les autres. Donc ouais, je pense qu'il est parti pour durer. Après, les 9 derniers trous de dimanche ont quand même été un peu rassurants pour la terre entière. En tout cas, moi j'ai trouvé ça un peu rassurant parce que cette suprématie et le fait de gagner et d'exploser tout le monde aussi facilement, c'est quand même bien de voir le dimanche après-midi qu'il a pris quand même un gros coup de chaud. Donc à voir aussi si dimanche après-midi il aurait gagné avec 10 points d'avance comme ça a failli être le cas. Là je vous aurais dit là il va être numéro 1 pour un paquet de temps. Dimanche après-midi est un petit peu rassurant, en se disant le mec est quand même pas extrêmement fort bien sûr, mais n'est pas imbattable. Parce que clairement, les Américains, on va appeler ça jusqu'au samedi soir, l'USPGA cette année, c'était le Koepka Show. C'est-à-dire pour eux, il y avait que Koepka et que là, il était en train d'éclater tout le monde et tout le monde avait la sensation qu'il était imbattable. Les 9 derniers de dimanche... Il reste humain finalement. Exactement. Les 9 derniers dimanches me font croire et espérer, parce que ce serait dommage qu'il ait
un monopole sur la gagne et qui ça tue un peu tous les dimanches soirs, me laisse espérer qu'il va quand même y avoir une bataille entre, comme vous le dites, Dustin, Rory, Tiger bien évidemment, et que d'autres vont être de la bataille dès le mois prochain à Pebble Beach. Martin. Ouais, mais au contraire, Guillaume, est-ce que c'est pas ça le plus effrayant, c'est de voir que il a failli lâcher la rampe et que finalement mentalement le bonhomme il a répondu présent dans le moment, dans le fameux Money Time, les 9 derniers d'un major. Même Rien au-dessus de bogey, alors qu'il était censé craquer, mais sur un parcours aussi dur où le vent s'est élevé, il a fait rien au-dessus de bogey. Il n'a pas craqué. Ouais, je suis pas d'accord avec vous. Je suis désolé. Hein. Pour moi, celui il a quand même pris un gros coup de chaud et pour moi, il aurait pris encore plus chaud si effectivement Dustin Johnson n'avait pas fait bogey au 16 et bogey au 17 et bogey au 16 avec un coup de fer en plus magnifique et juste un peu trop fort à gauche. Mais pour moi, c'est Dustin Johnson qui était en train de lui mettre la tête dans le seau, qui au bout d'un moment a mis un peu les pieds sur le frein, qui lui ont donné un peu d'air. S'il n'avait pas fait bogey au 17, je pense qu'il aurait eu mais beaucoup attendez d'air. Guillaume, faut remettre dans le contexte. Quand on a autant d'avance comme ça, on est obligé de jouer un golf un petit peu défensif. Et quand le vent se lève, comme c'est le cas, comme ça s'est passé dimanche, quand le parcours devient aussi compliqué, c'est normal de lâcher des points. Et normal de jouer un petit peu défensif, surtout quand le public qui aime soutenir l'outsider. Vous pouvez aussi jouer offensif parce que vous avez de l'avance, Benjamin. Ouais, pour moi c'est vraiment humain, et pour moi c'est très fort de pas avoir balancé un double ou un triple sur un parcours aussi dur et d'avoir au final gardé 2 points d'avance, quoi. Non mais Benjamin, je suis tout à fait d'accord avec vous et la manière dont a joué Koepka est hallucinante, mais elle était tellement hallucinante pendant 3 tours que ces petits bogeys d'affilée sur les 9 du retour ont je vais pas dire un peu rassuré tout le monde, mais si un peu. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, l'USPGA est souvent le champ le plus relevé de l'année. Ouais, tout le top 100 mondial, ouais. Ouais, je veux dire, les meilleurs joueurs de la planète sont là. Il manque personne à l'appel. Là, c'était juste une démonstration. C'est-à-dire, les autres, personne n'était invité. Et ce petit sursaut de Dustin est quand même malgré tout, parce que, enfin, moi, c'est mon constat et ça ne tient qu'à moi. Moi, je l'ai quand même trouvé. Le mot fébrile est peut-être un peu important, mais je l'ai quand même trouvé moins dedans au retour et on a quand même senti, bien sûr, qu'il y avait le vent, bien sûr. Mais comme vous l'avez dit, Guillaume, il a mis tellement la barre haut les 2 premiers tours que ça pouvait être forcément moins bien. Ensuite. Oui, je suis d'accord. Non plus moins 22. Je suis d'accord, mais moi, ce que je crois, c'est que le mec est très fort, mais pas inhumain, et que ça va quand même laisser un peu de place pour les autres, et que ces 9 derniers, le déroulement des 9 derniers, pour moi, est important pour les autres joueurs et qu'ils se rendent compte qu'il peut quand même tout petit peu faillir à un moment, même s'il a gagné. Je suis d'accord avec vous, même s'il a tenu, s'il gagne avec 2 d'avance et qu'il fallait tenir la baraque. Il résiste au public parce que c'est sûr que c'était, à mon avis, un point très délicat pour lui. D'accord, merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes notamment directeur du golf PGA France du Vaudreuil. Merci d'avoir été merci à vous. Avec nous. Merci à Martin Coulon, Benjamin Cadieux et Grégoire Chopp de m'avoir aidé à animer cette émission. Merci à Martin Coulon qui était également à la technique. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.